Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur pour la planète, Vocation Mentor, un rendez-vous mensuel pour aller à la rencontre d'un chef d'entreprise engagé, l'opportunité pour échanger pendant une dizaine de minutes sur son parcours et son engagement vers une économie plus durable. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque nous rencontrons Baptiste Privé qui n'est pas mentor pour Entrepreneur pour la planète, mais qui a retenu notre attention grâce à sa startup Huggy. Bonjour Baptiste. Bonjour Noémie. Donc, vous êtes depuis 2 ans le fondateur de la startup Huggy, précurseur du mouvement du recrutement circulaire et est un entrepreneur très impliqué dans la communauté lyonnaise. Avant qu'on parle de Huggy, je vous propose de vous présenter votre parcours, comment celui-ci vous a mené jusqu'ici à base d'expérience et de rencontres. Avec plaisir. Je suis donc Baptiste Privé, j'ai 39 ans, je suis avant tout papa de 2 enfants, installé à Lyon depuis mes études. Je suis arrivé de mes terres niortaises pour faire mes études il y a 20 ans maintenant. J'ai fait une école de commerce à même Lyon qui m'a tout de suite donné le goût pour l'entrepreneuriat, notamment avec une première année, avec un projet de création d'entreprise virtuelle qui m'a fait me passionner pour cette notion de transversalité et de nombreuses découvertes. Mais obligé de rembourser mon prêt étudiant, j'ai commencé par me salarier. Donc petit passage parisien chez Michel et Augustin au tout début de leur aventure. Petite excursion polonaise pour travailler chez Google sur des services de publicité en ligne pour les marchés francophones pendant un petit temps. Là, j'y ai vécu la fameuse crise de 2008. Le zloty s'est alors effondré et ça ne m'a pas aidé plus à rembourser mes prêts étudiants. Donc, retour en France en 2009 où j'ai rejoint les équipes de Cospirit pendant 5 ans, accompagné d'un vrai mentor qui s'appelle Florian Grill, aujourd'hui aussi connu pour être président de la Fédération française de rugby. Entreprise où j'ai beaucoup appris, où j'ai côtoyé un entrepreneur qui m'a permis d'observer beaucoup de choses autour de la gestion et de la création d'une entreprise. Et puis l'été 2013, pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai enchaîné 3 semaines de vacances et donc ça m'a permis de penser un peu autrement et de ne pas trouver la réponse à la question pourquoi je n'ai toujours pas créé d'entreprise. C'est que j'ai démissionné en rentrant de ces vacances et quelques mois après, création d'une première boîte qui s'appelle Romler, qui existe toujours mais que j'ai revendu 7 ans après l'avoir créée. Dans les études de marché digitalisées, parcours très très intéressant, passionnant, qui m'a aussi permis de me lier à de nombreux autres entrepreneurs, notamment à travers l'association Cercle Pépite à Lyon. Et je le souligne parce que c'est un peu à la genèse de Huggy aujourd'hui, parce que c'est une association d'entraide entre dirigeants et on va en parler tout à l'heure je suppose, mais Huggy est vraiment de se dire comment on peut fédérer nos forces sur le sujet du recrutement. Et donc voilà un petit peu ce parcours résumé. Là, nous sommes en 2022, donc vous avez déjà créé votre première entreprise, vous êtes déjà vice-président du Cercle Pépite de Lyon, où vous aidez d'autres entrepreneurs, mais voilà que vous avez une autre aventure qui vous attend finalement. Donc, quel a été le constat qui vous a poussé à créer Huggy ? Oui, cette passion pour l'entrepreneuriat, elle était là. J'avais créé une première boîte, je l'ai revendue et d'un coup, j'avais plus rien à faire. Donc, je me suis dit, je vais remonter une autre boîte, mais je ne savais pas encore quoi. Et donc, j'ai été rencontrer beaucoup ces autres patrons lyonnais. Et en fait, j'ai été assez surpris d'entendre dans cette période post-Covid que tous les entrepreneurs évoquaient des difficultés de recrutement majeures. Ce qu'on continue de voir, même si ça se détend légèrement en cette début d'année, ça reste très tendu. Et en fait, c'est une réalité tant pour les petites boîtes que pour les grandes boîtes, que vous soyez dans des grandes villes, dans des petites villes. Il y a des réalités qui sont différentes, mais en fait, tout le monde le perçoit et le voit comme un point de difficulté accru par rapport à avant. Donc ça m'a un peu titillé, je me suis dit comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et surtout face à ces difficultés-là, j'ai aussi par curiosité été interroger beaucoup de candidats en recherche et qui eux aussi m'ont décrit un parcours du combattant, toujours difficile. Et après, aller chercher des données, des chiffres, et on reste aujourd'hui, malgré toute cette tension, sur un des plus connus job boards, 91% de non-réponse aux candidatures, par exemple. Donc il y avait un vrai, pour moi, dysfonctionnement visible dans le marché avec des recruteurs qui nous disent que c'est difficile de recruter et des candidats qui nous disent qu'ils ont du mal à obtenir des réponses et à avancer dans leur recherche. Donc voilà, on est parti dans cette logique en disant mais comment amener de l'entraide entre employeurs pour résoudre cette solution.
Et notre point de départ, ça a été de se dire, tout le monde dit que c'est pas évident de recruter, mais en même temps, en moyenne en France, en 2022, on a 95% des candidatures qui sont rejetées sur chacune des offres qu'on publie. En gros, pour être très très concret, on prend une personne sur chaque offre concrète, c'est tout le principe du recrutement, mais on va dire non en moyenne à 16. Alors c'est une moyenne avec des énormes écarts types, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire c'est pas possible, moi j'ai 0 candidat, et puis d'autres qui vont dire je vois bien parce que j'ai reçu 300 CV sur une annonce, pas plus tard qu'hier. Donc il y a une vraie distorsion, mais on est souvent amené à dire non, beaucoup plus qu'à dire oui dans un processus, et en fait ce phénomène d'entonnoir qu'on connaît tous, il amène quand même à toujours préqualifier des gens qui ont des aptitudes, mais qui ne sont pas forcément ceux qu'on va préférer ou qui vont correspondre à 100% de nos critères. Et donc, on a un peu insisté sur la logique de finaliste, parce que c'est quand même des temps qui sont pris de découverte entre recruteurs et candidats. Et en fait, thématiquement, il y en a 3, donc il y en a un qui va être retenu et 2 qui ne vont pas être retenus. Et le verbatim qu'on entendait le plus souvent de la part des employeurs, c'est de dire, ces 2-là, on leur dit « désolé ». C'était un mot assez marquant. Et bon courage pour la suite. Et on s'est dit, c'est hyper dommage parce que tout le monde nous dit c'est dur de trouver les bons candidats. Et en même temps, tout le monde est en train de dire non à des gens en recherche active, sur une zone donnée, à un endroit donné, sur un métier donné, et dont on a pu qualifier déjà tout un ensemble d'éléments et de compétences. Et donc on s'est dit que ces noms-là, même si c'était que 2, donc ils sont rares, mais ils sont extrêmement importants et qualifiés, comment capitaliser sur ce travail et les redonner à d'autres employeurs qui ont des besoins proches. Et donc, on a créé ce mouvement du recrutement circulaire sur les codes de l'économie circulaire pour créer quelque part une filière de revalorisation de l'emploi, de réemploi de l'emploi ou quelque part de recyclage des candidatures. C'est se dire, un candidat qui est allé au bout d'un process, comment il ne repart pas de zéro, comment il est mis en avant par les employeurs qu'il a pu rencontrer et comment cette capitalisation de ce travail de rencontre, elle peut lui être utile pour un autre processus de recrutement et faire gagner aussi beaucoup de temps et à lui et au prochain recruteur. Donc voilà, notre métier chez Eogi et au sein du recrutement circulaire, c'est de fédérer les employeurs entre eux dans une logique d'entraide au recrutement, en se partageant des candidats qualifiés et en mettant en connexion, entre guillemets, tous ces profils-là. Donc oui, c'est comme vous l'appelez du recrutement circulaire. Donc c'est une notion qui est quand même une approche assez nouvelle du recrutement. Comment est-ce que vous parvenez à fédérer les employeurs autour de celle-ci? Alors bien sûr, il y a les avantages pour eux et on peut les développer, mais il doit aussi y avoir une forme un peu de pédagogie pour les amener à adhérer à ça. Oui, comme toute innovation, il faut un peu prendre son bâton de pèlerin et évangéliser. On a, je pense, un contexte de marché, un time to market, comme on dit dans les bons anglicismes d'entrepreneurs, qui est quand même assez propice. On voit que sur un ensemble de sujets que vous traitez au sein de l'association autour de la transformation environnementale, les sujets écologiques, que même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a eu un changement énorme en quelques décennies de paradigme et le rôle de l'entreprise a énormément évolué et bougé sur l'ensemble de ces sujets. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est capable de faire des transitions, de les orchestrer et de mettre en responsabilité une entreprise sur son implication dans un enjeu plus global. Et en fait, ce qui est souvent traité dans des objectifs RSE, qui deviennent plus obligatoires en plus, donc il y a aussi un effet de passage en force, entre guillemets, pour certaines entreprises, mais en tout cas, ça bouge. Et là où elle est beaucoup traitée, je trouve, en tout cas sur les sujets environnementaux, de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de chemin, on voyait beaucoup de recruteurs, d'employeurs, de sociétés nous dire, en fait, on a un peu plus de mal sur des sujets sociaux. On peut faire des politiques d'inclusion, etc., mais c'est souvent anecdotique ou symbolique parce que on va aider, on va contribuer, mais sur quelques postes, sur quelques exemples, mais on ne peut pas le faire à une échelle énorme. Et donc, on s'est dit comment amener aussi ce changement de paradigme sur l'emploi, comment contribuer positivement à la société sur la question de l'emploi, parce que c'est très intéressant de voir dans l'ensemble des études que l'emploi, en fait, est le contributeur à énormément de sujets, à la santé en entreprise, à la sociabilisation. Les zones où il y a plus d'emplois, il y a moins d'insécurité, il y a moins de problèmes d'alimentation, il y a moins de problèmes de précarité.
Il y a moins de problèmes d'accès à la santé parce que les mutuelles sont payées de manière obligatoire, etc. Donc, il y a tout un enjeu sociétaux très, très liés à l'emploi qui sont très importants. Et face à ce qui s'est passé ces dernières années, en fait, les recruteurs étaient beaucoup dans une situation de guerre de talents. Donc, en gros, et c'était assumé dans le vocable, c'était la guerre. Et donc, il y a eu une situation d'ultra-concurrence en se disant, vu qu'il y a peu de profils, vu que ça devient compliqué de recruter, il faut que je sécurise ça, quitte à ce que ça soit en défaveur potentiellement d'autres. Ce qu'on propose, c'est de remettre un peu la paix dans ce marché en se disant, en fait, puisqu'on dit non à 95%, il n'y a pas 95% de chômage en France, il n'y a pas 95% des gens qui ont postulé qui n'étaient pas pertinents, et potentiellement, ils ne répondaient pas à tous les critères de mon besoin très précis, ou ils ne pouvaient pas cocher toutes les cases, ou très bêtement, la plupart du temps, et une grande partie de nos recommandations, c'est un problème de timing de disponibilité, durée de préavis, nombre de jours de déplacement, des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut identifier des gens avec des compétences, mais dont les conditions de l'emploi, et on ne parle pas forcément de salaire, voire rarement de salaire dans ces enjeux-là, ne sont pas réunis pour que ça se fasse au sein d'une entreprise. Donc à nous de trouver une autre entreprise pour laquelle ça marche. Donc je pense qu'on arrive à fédérer par une approche qui est engageante, qui est dans les valeurs de l'entreprise, qui est dans les temps de marché actuels sur l'ensemble des enjeux de transformation, sur le rôle responsable que va avoir une entreprise. Et puis, voilà, on est dans une phase de démarrage. On fédère forcément des entreprises qui portent un peu cette culture en eux. Et puis aussi, très concrètement, parce qu'on est un moyen efficace pour eux de recruter. Si vous cherchez absolument un profil, en fait, nous, notre message, c'est de dire que, souvent on nous dit, on cherche un peu la perle rare, et en fait, on dit, comme les 100 autres entreprises qui cherchent le même profil en ce moment dans la même ville. Donc, vous cherchez la perle rare, mais les autres aussi, et donc, comment on met en commun un peu cette recherche pour redistribuer les fruits des différentes rencontres que vous pouvez faire face à des candidats qui sont aujourd'hui quasiment en incapacité de détecter l'ensemble des offres auxquelles ils peuvent postuler parce que les annonces sont diffusées sur des sites différents, ne sont pas exprimées avec les mêmes titres d'emploi, etc., etc. Ouais, pour les entreprises, c'est vraiment adhérer à Huggy, c'est une vraie réponse à leurs besoins. Vous avez une affinité avec sur les mêmes valeurs sociales et en même temps, vous mettez en avant donc, cette collaboration qui vaut mieux que la compétition finalement. Parce que on parle de guerre des candidats quand on pourrait en faire une coopération, quoi. Ouais, c'est vraiment le nouveau paradigme un petit peu qu'on cherche à pousser, qu'on voit se mettre en œuvre sur pas mal de sujets, c'est comment on fait de la coopétition plutôt que de la compétition. Que de nouveaux termes. Pour conclure, donc le marché du travail est en pleine mutation. On connaît l'essor du télétravail ces dernières années, ou même des salariés qui se tournent plutôt vers le statut d'indépendant. Donc d'après vous, comment doit évoluer le marché du recrutement et quels pourraient être les prochains enjeux ? Forcément, je vais vous dire vers le recrutement circulaire. Non, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut fluidifier le marché de l'emploi. Je pense que, et du recrutement, c'est... vous l'avez évoqué, il y a l'essor du télétravail. On a tous dit, tous vu, on a parfois d'ailleurs du mal à l'expliquer encore scientifiquement, mais post-Covid, il y a eu beaucoup de changements d'attente aussi des salariés. C'était déjà une tendance très affirmée, mais elle s'est amplifiée. Tout a bougé, les attentes des salariés, les façons de fonctionner, le rôle de l'entreprise, le rôle du travail, l'équilibre pro-perso, etc. Mais pas le processus de recrutement. Qui depuis des années et des années se fait par annonce, sélection, filtre, CV, etc., etc. Donc tout a changé sauf le processus qui amène à créer le recrutement. Donc là, on se dit qu'il y a un petit peu de distorsion et qu'il faut voir comment justement se réadapter. Et je pense que pour que les employeurs aient une capacité à toucher plus de candidats et que les candidats puissent découvrir plus d'entreprises qui recrutent, il faut absolument fluidifier et donc créer des liens et entre les candidats et entre les entreprises. Et aujourd'hui, voilà, c'est relativement compliqué. Il y a énormément de job boards différents, donc ça veut dire qu'en tant que candidat, il faut penser à aller sur tous. Les grandes entreprises, elles vont mettre des annonces sur tous les job boards parce qu'elles en ont et le temps et la capacité et les finances potentiellement. Et des plus petites vont mettre que sur un seul site, mais si le candidat n'y va pas, il postulera jamais, alors que c'est peut-être le candidat rêvé. Donc tout cet effet-là de silotage de marché qui est fréquent, qui existe dans plein d'aspects,
comment, sur le sujet de l'emploi, qui a besoin de fluidité, on arrive à ouvrir au maximum les vannes. Je pense que c'est un des grands sujets pour que les rencontres soient plus rapides, soient plus faciles, et que ça permette d'accélérer les temps pour trouver un employeur côté candidat ou un candidat côté recruteur. Et c'est très important, cette baisse du temps de recherche, elle est clé et pour l'activité des entreprises, et pour le moral des gens qui recherchent de l'emploi, et pour la société sur le fait de ne pas avoir de gens dans des phases d'attente trop longues. Voilà. Donc c'est vraiment autour de la fluidification de ce marché, de la mise en connexion, que ça me semble important. Et parce que dès lors que tout ça est fait, l'ensemble des autres points liés, je pense, suivent de manière assez naturelle. Voilà, est-ce qu'il y aura la question des semaines de 4 jours, elle émerge assez fortement. Mais en fait, quand on met en connexion les bons profils sur les bonnes zones, avec les bonnes attitudes, tout se transforme assez facilement. Si tout est fermé et qu'il faut un peu plus forcer, les choses mettent plus de temps à se transformer. Et donc, entre guillemets, c'est comment on ouvre les vannes. On traite souvent l'emploi sur des sujets statistiques macro, mais la réalité de l'emploi, elle est ultra locale, elle est ultra filialisée. Et donc, c'est comment on agite tout ça sans fermer les vannes, parce qu'il y a aussi plein de transférabilité de compétences et de mobilité possible. Donc voilà, le message est passé, c'est le moment de décloisonner. Exactement, faut décloisonner. Bon, merci beaucoup pour cet échange, Baptiste. Avec plaisir.